Tu voulais dire un mot sur Sil Hafid? Oui, je voulais remercier particulièrement ce valeureux combattant Si Hafid, effectivement, qui nous a éclairé donc à travers ces témoignages précieux. Et en fait, l'écriture de l'histoire doit tenir compte de cette dimension de témoignage afin d'écrire une histoire valable et proche de la réalité, plutôt que de toujours s'en tenir à une historiographie, souvent, hélas, pour plaire aux tronquée, dirigeants, ou alors, bien sûr, qui répond à des, bien sûr, à des intérêts de groupe et des intérêts idéologiques. C'est tout ce que je voulais dire à propos de ce témoignage. Très bien, merci. C'est un bel hommage. Monsieur Abdelkader Ben Arab, donc tu es natif de Sétif, une très belle ville, accueillante, conviviale, et tu nous viens avec un essai, François Fanon, l'homme de rupture, et un roman, La bataille de Sétif. Alors, on commence par cet essai, donc l'homme de la rupture, qui est Frantz Fanon. Qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de cet essai? J'ai eu l'occasion donc sur ce même plateau de présenter, mais dans une autre perspective, si l'on veut, Frantz Fanon. Je le présente aujourd'hui parce que également c'est toujours dans la logique des indépendances africaines, de l'indépendance de l'Algérie particulièrement. Bon, je commence aussi chronologiquement par cet essai puisque j'ai commencé par... il est sorti en 2010 en France, aux éditions Alphaba, réédité donc aux éditions Bahadine à Constantine en 2011. Frantz Fanon, c'est un grand personnage naturellement qui est algérien, donc considéré comme un Algérien. Mais bien sûr. On l'a présenté plusieurs fois donc durant cette année, durant l'année 2011, et je voulais donc un peu rappeler que c'est un psychiatre martiniquais qui est parti en 1953 à Alger pour prendre un poste à l'hôpital psychiatrique de Blida. C'est une unité, donc, c'était la plus grande unité psychiatrique, je pense, d'Afrique, où sévissaient des pratiques médicales tout à fait moyenâgeuses, donc racistes, etc., dans le sillage d'un certain Porot. Ce sont des médecins donc qui obéissaient à des pratiques médicales coloniales. Donc lui, il arrivait, il mettait un peu d'ordre dans tout ça, et ça ne lui plaisait pas de travailler donc dans cet esprit et avec ces méthodes qui n'étaient pas très... C'était des méthodes colonialistes. Tout à fait, coloniales, et en fait, parce qu'il y avait le camisolage, il y avait la séparation des malades selon qu'ils étaient musulmans ou européens, etc. Donc c'était des pratiques tout à fait dépassées, racistes, et donc contre lesquelles Fanon a âprement lutté. Tout à fait, et c'est ce qui va le pousser à prendre position pour la guerre, pour les animateurs de la guerre de libération nationale, bien sûr. Voilà, mais Fanon, c'est quand même beaucoup plus complexe, beaucoup plus profond, parce que en deçà, si vous voulez, de cet engagement qu'il avait en tant que psychiatre et en tant que médecin, c'est quand même un théoricien. C'était un intellectuel. C'est quelqu'un, oui, c'est un intellectuel. Donc il a fait une thèse en psychiatrie à Lyon, c'est un psychiatre, et il a donc été, si vous voulez, ses connaissances, notamment en psychiatrie sociale, de par ses contacts avec les Maghrébins, les Tunisiens, les Africains, etc. Et il a pu donc en déduire un certain nombre de choses, un certain nombre de principes, un certain nombre de règles, et notamment en fait le rapport qui existait entre l'homme blanc, si vous voulez, et l'autre, c'est-à-dire l'altérité, qui était toujours rejetée un peu d'une manière mystérieuse et inégale et inconnue. Donc, il a beaucoup travaillé sur cette altérité, sur ce regard de l'autre, si vous voulez. La psychiatrie, si vous voulez, le domaine psychiatrique en tant que pratique médicale, lui a servi, si vous voulez, à expérimenter un petit peu ses thèses. Ça, c'est un point très important. Donc, quand il est arrivé en Algérie en 1953, il a commencé, si vous voulez, à expérimenter, à tester toutes les connaissances qu'il avait et à les pratiquer, à les essayer auprès des malades. Et ce qui était extraordinaire, c'est que c'est l'un des premiers, à ma connaissance, un des premiers psychiatres à avoir introduit la dimension sociale, la dimension psychologique, la dimension anthropologique à l'intérieur de ce système asilaire qui est la psychiatrie.
il a commencé par faire construire une mosquée à l'intérieur même de l'hôpital. À l'intérieur même de l'hôpital. À l'intérieur de l'hôpital. Il a fait construire donc par les malades eux-mêmes un terrain de foot où ils pouvaient donc se produire, se jouer, etc. Et également des endroits où on pouvait se réunir, boire une tasse de café, etc. Vous voyez, donc toute une dimension humaine qu'il a pu introduire, si vous voulez, dans ce régime sec et rigide qui est en fait la psychiatrie. Tout à fait. Et donc, 50 ans après l'indépendance de l'Algérie, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce livre phare de Frantz Fanon, Les damnés de la terre? En fait, il en a plusieurs. Bien sûr. Oui, voilà. Je parle spécialement de ce livre. Vous avez raison de mettre un peu le doigt sur cet essai très riche et en fait très profond. Si vous voulez, c'est toute la règle, toute une méthodologie, toute une orientation pour dialoguer, si l'on veut, avec le colon, c'est-à-dire toute une manière de décoloniser le pays. Comment décoloniser le pays? Ce n'est pas une recette, si vous voulez, mais si vous voulez, c'est toute une mise en rapport, tout un système où Fanon montre le rapport du colonisateur et du colonisé. Il n'y avait que la violence que le colon imposait aux colonisés. Et c'est cette forme de violence, justement, que Fanon combattait et contre laquelle il s'élevait et contre laquelle il proposait un certain nombre, si vous voulez, une démarche. C'était en fait faire la guerre aux colons. Ce n'était pas de la violence, ce n'était pas Fanon, si vous voulez, qui initiait à la violence, mais plutôt il savait que la violence faisait partie des pratiques coloniales et donc il fallait combattre cette violence et chasser le colon par cette même violence que ce même colon a introduit en Algérie, dans les colonies africaines également. Tout à fait. Mais après le départ du colon, après l'indépendance, les violences sont quand même restées en Algérie. À votre avis, pourquoi? Et jusqu'à aujourd'hui, nous avons des violences multiples, hein, parce que la violence peut être une marginalisation, peut être une non-expression de la liberté. Alors là, effectivement, c'est le gros hiatus, si vous voulez. C'est une grande rupture parce que Fanon est un visionnaire parce qu'il prédisait, il voyait un petit peu les après-indépendances. Donc lui, il parlait d'un certain nombre de manœuvres, de démarches contre le colon, etc. Mais une fois que le colon n'est plus là, qui reste, en fait, c'est une nouvelle entité, un groupe donc qui allait prendre le pouvoir et qui le cas de l'Algérie qui a pris le pouvoir en 1962. Et en fait, au lieu qu'il y ait une transition, en tenant compte, si vous voulez, des aspirations du peuple, en tenant compte des réalités sociales, de la réalité de la campagne, etc., au contraire, c'est une espèce de nouvelle bourgeoisie qui s'est créée, en monopolisant, si vous voulez, le pouvoir, en monopolisant la parole, et qui s'est constituée en un système, si vous voulez, de parti unique, c'est-à-dire un parti démiurge qui connaissait tout, qui dont le droit lui revenait, si vous voulez. D'accord, mais après les événements tragiques d'octobre 88, on a eu quand même la création de partis politiques, on a vécu même une parenthèse de liberté d'expression, mais tout de suite après, ça s'est arrêté. Donc nous avons aujourd'hui beaucoup de partis politiques, c'est en réalité une façade démocratique, mais l'Algérie n'arrive pas à se démocratiser. Qu'est-ce qu'il faut faire, à votre avis, en tant qu'universitaire? Je pense qu'effectivement, l'un des pays du Maghreb, voire parmi les pays arabes, les plus démocratiques en matière de liberté d'expression, c'est l'Algérie. Très franchement, c'est un pays très ouvert à la liberté d'expression. Est-ce que la télévision algérienne est ouverte sur la société algérienne? Je suis en train déjà, je termine si vous permettez, bien sûr. Donc, ne serait-ce sur le plan, si vous voulez, de l'expression écrite. Donc, il y a beaucoup de journaux indépendants qui écrivent, qui pensent qui écrivent un peu ce qu'ils pensent, qui arrivent à critiquer le pouvoir, tant mieux. Maintenant, si vous me parlez de la télévision, qui est l'organe aussi du pouvoir, naturellement, la télévision ne va pas se mettre, si vous voulez, en porte-à-faux avec, si vous voulez, par rapport à l'idéologie du pouvoir. Pourquoi c'est la télévision de tous les Algériens? Ce n'est pas la télévision du président. Oui, effectivement. Il faut justement que les médias puissent
prendre... Il faut la création de télévision privée aussi. Privée, indépendante. d'accord, mais il faut que la télévision nationale aussi puisse prendre un peu Bien de sûr. distance et subir un peu moins de contraintes et moins d'embrigadement du gouvernement ou du pouvoir en général. Tout à fait. Clair. Tout à fait. Je reviens à ton roman, la bataille de Sétif. C'est quoi l'histoire de ce roman, Monsieur Abdelkader? Parce que j'ai une histoire très liée, intime avec Sétif. Oui. C'est ma ville natale. Oui. Et puis, c'est l'histoire, si vous voulez, d'une bataille qui s'est passée à Sétif même, à partir de 1954, c'est-à-dire tout au début de l'insurrection. Donc, il y a un groupe... Tout au début de la guerre de libération nationale. De la guerre de libération, c'est-à-dire de l'insurrection, 1954, novembre 54. Sur le plan anecdotique, si vous voulez, c'est un ensemble, c'est un petit groupe de révolutionnaires qui est parti, qui a commencé par faire des petits attentats pour attirer un peu l'attention des pouvoirs coloniaux. À l'intérieur même de la ville. À l'intérieur de la ville, D'accord. et qui disait que voilà, nous existons. Cessons donc cette violence que vous nous imposez et un peu plus de liberté pour ce peuple. Et je pense que c'était les premières velléités d'indépendance. Donc les profils si vous voulez, de la guerre se profilaient visiblement. La guerre se profilait déjà à partir du 8 mai 45. Déjà, je voulais en parler parce que, si vous voulez, ça c'est un écho, si vous voulez, au 8 mai 45. 1954, c'est un écho très fort, si vous voulez, à 1945, le 8 mai 45, où Sétif a connu quand même une tragédie. Tout a commencé là-bas, une tragédie, parce que le peuple est sorti manifester pacifiquement, et puis en face d'eux, donc l'armée française a tiré dans le tas et a tué beaucoup de gens, qui s'est généralisé d'ailleurs, tragédie qui s'est généralisée à l'ensemble du pays, il y a eu notamment Kharrata, quelques kilomètres, et dans beaucoup de villages d'Algérie. Absolument. Donc, si vous voulez, la blessure ne s'est jamais refermée du mai 45. Les gens étaient, au contraire, ça leur a permis, si vous voulez, de mieux être sensibles, de mieux prendre conscience un peu de leur environnement, de leur existence et des souffrances qu'ils subissaient tous les jours. Et donc, novembre 54 a commencé. Et là, donc, si vous voulez, l'anecdote veut que je présente un petit groupe qui évolue dans Sétif. Un peu leur histoire. Voilà, donc de Sétif jusqu'à... Est-ce que c'est une histoire véridique ou bien c'est un peu imaginé, c'est un peu... Le roman, c'est toujours, si vous voulez, de la fiction, mais on ne peut jamais hypostasier, si vous voulez, on ne peut jamais couper la réalité de la fiction de la réalité. C'est toujours ça, si vous voulez, le propre de la fiction. La fiction est toujours... relié plus ou moins à une réalité. Ce n'est pas quelque chose, c'est pas de la science-fiction. Évidemment, il y a des éléments qui sont vrais, vraisemblables du moins, et puis d'autres qui sont un peu